Salut à tous, bienvenue sur la chaîne SpyBio. Aujourd'hui, je vous propose de parler encore d'immunité collective et des limitations de l'immunité collective. Et en dernier lieu, je parlerai du mouvement d'anti-vaccination. Calmez-vous, pas de problème, pas de panique. J'ai juste parlé de certaines études. Et donc, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager celle-ci si vous l'appréciez. Je vous remercie et avant, générique. Et donc on va commencer directement par une nécessité du vaccin. Les vaccins ne fonctionnent que s'ils sont utilisés. C'est simple et c'est efficace. Et il faut que la population mondiale soit bien vaccinée pour déclencher une immunité collective. Sans ça, sans atteindre une certaine proportion, il n'y aura pas d'immunité collective. Je vous rappelle que pour la diphtérie et le tétanos, il faut vacciner à peu près 95% de la population mondiale. Et donc les vaccins, ils font face à différents défis. De plus, je précise qu'on ne peut pas vacciner toute la population parce que les vaccins, ils ont des critères d'exclusion. Il y a certaines catégories de personnes qui ne peuvent pas être vaccinés parce qu'ils ont certaines pathologies. Ils sont peut-être allergiques, ils ont peut-être aussi un système immunitaire faible. Il peut y avoir d'autres contextes aussi où on n'a pas fait les études de recherche nécessaires pour savoir si une femme enceinte peut être vaccinée. Donc dans ces cas-là, on ne prend pas de risque et on ne vaccine pas la personne. Parce que soit le bénéfice-risque n'est pas connu, soit le bénéfice-risque n'est pas présent. Ils ne sont pas fautifs, ce n'est pas eux qui ont choisi, eux peut-être qu'ils aimeraient bien être vaccinés, mais malheureusement, ils ne peuvent pas l'être. Et ça justement, c'est un défi technologique de rendre les vaccins accessibles au plus grand nombre. Et donc les vaccins, ils ont plusieurs défis à relever. Le premier défi, et le plus important, c'est l'accès au vaccin. Il s'agit du défi le plus important et le plus compliqué à relever pour la protection de la population humaine contre les maladies infectieuses graves. Il faut savoir que ce défi-là, c'est le défi principal. Beaucoup de monde n'ont pas accès au vaccin. Le premier problème, notamment, lorsque certains pays n'ont pas accès au vaccin, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas les infrastructures, soit pour produire le vaccin, soit pour financer l'achat de ces vaccins. La deuxième chose, ils n'ont peut-être pas des infrastructures nécessaires pour maintenir le vaccin dans des conditions idéales. Il faut savoir que les vaccins, lorsqu'ils parviennent dans le pays, ils sont distribués dans tout le pays, donc déjà il faut avoir une logistique de transport assez énorme, et en plus il faut avoir des systèmes de stockage adéquats. La majorité des vaccins, ils se conservent entre 2 et 8 degrés. Certains types de vaccins jusqu'à moins 80 degrés. Donc déjà à moins 80 degrés, ça pose problème pour des pays développés, mais alors pour des pays moins développés, ça pose énormément de problèmes. Et le troisième et dernier problème aussi, dans certains pays, c'est qu'ils n'ont pas d'infrastructures sanitaires adéquates, et ils n'ont pas aussi de formation adéquate, ce qui veut dire qu'il manque de personnel soignant, il manque d'infirmiers et de médecins. La majorité des vaccins, on les transmet grâce à une injection, par une piqûre, et donc il faut des personnes formées. Et donc pour résoudre ce problème, une solution, c'est de réaliser des vaccins grâce à un spray nasal. Alors c'est une solution qui est envisagée, c'est une solution qui est même mise en pratique, mais pas pour tous les vaccins. Malheureusement, une partie des vaccins sont obligés d'être transmis par voie sous-cutanée, donc par une injection, une piqûre. Un autre problème, donc, c'est les financements. Certains pays n'ont pas les financements nécessaires pour acheter ces doses de vaccins. Donc, il y a des groupes internationaux qui se mettent ensemble pour financer certains pays. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Par exemple, le vaccin contre le pathogène diphtérie, tétanos, coqueluche. En 2010, 84% de la population mondiale était vaccinée. Et en 2018, 86% de la population mondiale était vaccinée. Ce qui veut dire qu'en 8 ans, on a juste réussi à augmenter de 2%. Cela est très faible. Et je vous rappelle que pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, pour avoir une immunité collective générale au niveau mondial, il faut atteindre les 95% de vaccination. Donc, on n'est pas non plus très loin de ce chiffre, mais on n'y est pas. Donc, il y a toujours des risques d'épidémie, de pandémie dans certaines régions. C'est pas homogène. Il y a certains pays où c'est presque à 100%, notamment dans les pays développés, et il y a d'autres pays où c'est presque à 0%. Donc, ça fait une énorme hétérogénéité. Donc ça, il s'agit du principal problème, l'accès au vaccin. Maintenant, il y a un deuxième problème qui n'est présent que dans les pays développés, c'est le mouvement anti-vaccination. Dans les pays développés qui ont accès aux vaccins et à des traitements, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui refusent de se faire vacciner. Et cela donc pose problème pour certaines pathologies, notamment la rougeole, où il existe un vaccin, mais en plus un traitement. Donc il y a des pays plutôt pauvres qui n'ont pas le vaccin et qui n'ont pas le traitement, donc ils ont un taux de mortalité à cause de la rougeole énorme, et c'est catastrophique, ce n'est pas admissible de nos jours. Et il y a des pays développés qui ont accès au vaccin et à la rougeole que certaines personnes refusent de prendre. Donc il y a une attention considérable et actuellement
accordé aux défis posés par le mouvement anti-vaccination, en grande partie en raison des tendances inquiétantes de diminution de la couverture vaccinale dans les pays à revenus élevés, conduisant à la flambée de mortalité. Oui, malheureusement, des personnes refusent de se faire vacciner, mais des parents refusent aussi de faire vacciner leurs enfants. Et ça, c'est un peu limite au niveau éthique. Et le problème, c'est que, éthiquement, on a accès aux vaccins et à des traitements. Et c'est le cas notamment pour la rougeole, où la rougeole est en train de faire des bonds dans des pays développés et elle n'est pas censée être présente. Par exemple, en 2018, il y a eu 140 000 décès dus à la rougeole dans le monde entier, et quelques millions de cas. Et en 2019, on a battu tous les records du point de vue des décès depuis 2006. Et donc, en fait, il est intéressant de comprendre comment on peut résoudre ce problème. Comment ça se fait qu'il y ait des personnes anti-vax. Et donc, il y a déjà un premier problème, c'est le rôle dangereux des médias sociaux et des moteurs de recherche qui font beaucoup de désinformation. Certains médias un peu douteux prennent le mouvement anti-vax sur des faits et des arguments non valables. Pourquoi pas avoir un mouvement anti-vax? On peut en discuter. Pourquoi pas se dire, attends, mais moi je me pose des questions sur le vaccin, est-ce qu'ils vont sûr? Peut-être des problèmes à ce niveau-là, pourquoi pas? Mais de là à refuser le vaccin, c'est gravissime parce que ça veut dire que ces personnes se sont fait influencer. Et donc ça, le premier problème, c'est les réseaux sociaux et des moteurs de recherche qui en profitent, soit pour faire parler d'eux, notamment certains en font des films après, une vraie prise d'otage cérébrale. On est fortement influençable. Il y a beaucoup de reportages pseudo-scientifiques qui sont très dangereux parce qu'ils n'ont rien de scientifique, où ils vont dire 2-3 vérités et après tout le reste, les 50 autres faits scientifiques sont que des fakes. Mais il y a aussi un problème dû aux scientifiques. En fait, la part scientifique qui est responsable de ce mouvement anti-vax, ce sont les scientifiques qui n'ont pas réussi à faire de communication adéquate. Les scientifiques, ils communiquent énormément entre eux. Ils ont un jargon scientifique très spécifique. Et entre eux, il n'y a aucun problème pour se comprendre. Le problème, c'est que pour vulgariser ce jargon pour des personnes qui ne sont pas spécialistes de ce domaine, c'est un peu plus complexe. Et donc ça, c'est le rôle de tout scientifique. Et malheureusement, pendant des années, les scientifiques n'ont pas fait ce rôle-là. Ce qui fait que les personnes ont commencé à émettre des doutes et les scientifiques n'ont pas réagi à ces doutes. Alors, bien sûr, il y a des solutions. Par exemple, il est admis que si cela doit changer, les scientifiques n'ont pas besoin de contrer ou de s'engager dans le mouvement anti-vaccination, mais donc il s'agit juste d'utiliser leur expertise et leur compréhension pour assurer une communication efficace sur la science qui sous-tend notre remarquable capacité à exploiter le pouvoir du système immunitaire. Les scientifiques, ils ont un rôle de communication maintenant pour faire comprendre aux gens l'importance de ce vaccin, mais aussi de les rassurer, parce que les gens peuvent avoir des questions, et justement, il faut que vous ayez tous des questions, et que vous posez les questions. Comme ça, les scientifiques peuvent y répondre, et comme ça peut enlever des doutes, ou on peut, dans ce cas, préciser certains détails. Par exemple, oui, il y a certains types d'effets secondaires, les voilà, on les a quantifiés, ils sont de telle quantité pour une telle partie de la population. Tout est calculé en science. Avant de mettre un vaccin sur le marché, tout est mesuré et contrôlé. Donc, la première chose, c'est qu'il y a une part de responsabilité scientifique dans le mouvement anti-vaccination. Mais la deuxième chose, donc, ce sont les personnes qui sont influencées par des médias douteux. Et il y a un troisième type de personnes, où là, on rentre dans un trait psychologique assez intéressant, qui est un trait psychologique qu'on appelle la réactance. La réactance, en fait, c'est refuser quelque chose que l'on nous impose. Il faut se faire vacciner, je refuse de me faire vacciner. Il faut arrêter de polluer, je vais prendre ma voiture et je vais faire les tours de pâté de maison tout autour et consommer un max d'essence. Là, vous dites, mais non, personne ne fait ça. Aux États-Unis, ici. En fait, un phénomène de réactance, on ne s'en rend pas compte, mais on refuse catégoriquement quelque chose et pire, on fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Ça veut dire que au lieu d'aider la communauté, on va empirer la chose. Et ça, c'est un phénomène souvent étudié, notamment en psychologie. Et donc, je vais pas parler plus longtemps de la réactance. Là, je vais vous proposer une vidéo d'une chaîne YouTube très intéressante qui s'appelle Horizon Gull. N'hésitez pas à la regarder, elle s'affiche par là, je pense. Ce phénomène-là est absurde, mais à la fois très humain. Et donc maintenant, on va passer au troisième défi des vaccins. Et le troisième défi, c'est un défi de la viabilité commerciale. Là, c'est un problème plus complexe de notre société. C'est parce que les big pharma, ils ne pensent pas en santé spécialement, mais en argent et en profit. Bien sûr, il y a des big pharma qui pensent d'abord à la santé, et donc pour certains pathogènes qui sont très spécifiques et très localisés dans certaines zones géographiques, les big pharma ne déploient pas assez de ressources financières pour permettre des recherches efficaces et ainsi de fabriquer un vaccin contre ce pathogène. Là, il y en a plein. Il y a la fièvre de la vallée du Rift, il y a le virus Ebola, même si maintenant, actuellement, depuis 2019, il y a un vaccin Ebola qui est apparu, mais il y a aussi d'autres virus, donc la maladie de Marburg ou la peste. Donc ces maladies, elles sont peu présentes, en fait, elles touchent pas beaucoup de population et elles sont très localisées, mais elles disparaissent très vite. Résultat, les États, mais aussi les big pharma, ne mettent pas assez d'argent. À l'inverse du SARS-CoV de ce qui s'est passé, où là, d'un seul coup, il y a tous les États, toutes les big pharma qui ont mis des milliards, et c'est comme ça qu'on arrive notamment à faire un vaccin en moins d'1 an. Bon, il n'y a pas eu que cette raison, il y a plein d'autres raisons.
Un jour, je ferai peut-être une vidéo de comment on a réussi à faire un vaccin en 1 an. Et sans attendre, on va passer au 4e et dernier défi contre les vaccins. C'est un défi scientifique. On produit des vaccins, mais il y a beaucoup de pathogènes auxquels on n'arrive pas à trouver encore un vaccin adéquat. Et donc, pour résoudre ce problème, il faut faire des recherches, des études scientifiques. Et des fois, ça ne fonctionne pas parce que tout simplement, le pathogène arrive à mettre des bâtons dans les roues par rapport à la production de vaccins que l'on veut faire. C'est notamment le cas pour le VIH, mais aussi la grippe saisonnière. Ce sont des virus qui mutent énormément. Le SARS-CoV-2, donc la Covid-19, elle mute presque pas. Il y a quelques variants, on entend parler des variants indiens, brésiliens, français, enfin, les variants du VIH, ils sont nombreux et chaque année, le virus est capable de muter. Pour la grippe saisonnière, c'est pareil. Ces virus mutent beaucoup trop. Pour résoudre ce problème et trouver un antigène spécifique, stable et viable. Et je vous remercie donc pour le visionnage de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner. N'oubliez pas aussi de liker et de commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, c'était Spabio.